Bienvenue chers téléspectateurs sur Women First TV. Alors, peut-on parler d'une littérature féminine? Telle est la problématique qu'on va aborder aujourd'hui dans notre émission L'invité de la rédaction. Et pour en parler, nous avons avec nous une grande femme de lettres, une amie des livres, Madame Annie Collier, professeure de lettres, je viens de le dire. Soyez la bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci Nancy, merci de m'inviter sur ce plateau, particulièrement dédié aux femmes. Je suis heureuse d'être votre invitée. Notre thème d'aujourd'hui va porter sur une grande problématique, à savoir l'écriture féminine. Alors, peut-on réellement parler d'une écriture féminine? Cette question, la première fois qu'elle s'est posée dans des instances où j'étais avec d'autres hommes, d'autres femmes, je me suis dit, voilà encore autre chose. Une écriture féminine, à quoi est-ce que ça doit ressembler? Comment peut-on dire que ce texte est écrit par un homme, tel autre est écrit par une femme? Et bientôt, est-ce que ce texte est écrit par un homosexuel? Évidemment. Ce sont des questions qu'il nous faut nous poser. Donc j'ai trouvé que la question était vide de sens. Mais voilà que, faisant quelques recherches, je me rends compte que des personnes, et pas n'importe quelles, ce sont des chercheurs de l'université, surtout en France, qui se sont penchés sur cette question. Et que la recherche les a amenés à trouver des caractéristiques à l'écriture féminine. Pour ma part, je campe sur mes positions. Ce que je ne vois pas, je ne peux pas dire que c'est une caractéristique. Alors, est-ce qu'une littérature, une écriture féminine existe vraiment? Commençons par la littérature féminine, si vous voulez bien, Nancy. Bien sûr. La littérature féminine existe dès lors qu'elle porte le nom de littérature féminine. Mais elle existe aussi parce qu'il y a des femmes qui écrivent. On ne peut pas dire que ce n'est pas une littérature féminine. Mais voilà qu'on ne parle jamais de littérature masculine. Et ça me gêne. Cela veut dire que les femmes qui écrivent utilisent les mêmes armes, la même langue, les mêmes tournures de phrases, avec leur originalité certes, mais les mêmes mots dans chaque langue que tout homme qui aurait une plume à la main. Et une littérature féminine existe, elle peut même être littérature féminine sénégalaise, Mariama Ba, Aminata Sow Fall, Ken Bougoul, André-Marie Diagne, voilà des classiques de la littérature féminine sénégalaise. Il y en a d'autres, je ne les ai pas oubliés, mais il y en a tellement qu'il faut que le public sache que aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, une activiste en littérature, Amina Seck, a pu débusquer plus de 200 femmes qui écrivent au Sénégal en ce moment. Mais selon vous, madame, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette littérature féminine, s'il y en a évidemment? Alors, cette littérature féminine, si j'en cherche les caractéristiques, je m'embrouillerai très vite. Et j'appelle les universitaires à mettre sur la table les éléments de leur recherche, les résultats de leur recherche. Parce que même à l'époque où moi j'étais étudiante déjà, il y avait une profusion de mémoires et de thèses sur les auteurs femmes, sur les auteurs féministes, sur l'écriture des femmes, et nous aimerions simplement savoir où on en est avec cette recherche. Ah oui, elle doit être intéressante, cette recherche. Elle est intéressante. Quant à l'écriture féminine,
celle pour laquelle je manque d'arguments. L'écriture féminine, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça pourrait être. Ça voudrait dire que quand on a un texte sous les yeux, on sait que ça, c'est un texte écrit par un homme. L'autre, c'est un texte écrit par une femme. Et je cherche toujours, j'avoue, que je ne vois pas de différence. Comment illustrer vos arguments? Pour illustrer ce que je dis, j'ai sous les yeux un livre que je choisis devant moi. C'est une pièce de théâtre. Il y a une femme au milieu d'hommes, un sinistré, la femme du sinistré, le président du GIE, etc. Et il se trouve que dans le marché où travaille le sinistré dont on parle, aucune autre cantine que la sienne n'a brûlé. Donc il est le seul sinistré. Et lorsque les hommes, monsieur le maire, monsieur le président du GIE, apparaissent, on veut mettre à l'écart la femme. Le mari, le premier. À la scène 8, le sinistré. Femme, je t'avais dit de rester à la maison parce que sa femme est entrée, les cheveux hirsutes, un pot d'eau à la main, le pagne noué à la ceinture, une natte sous l'aisselle. Elle lui répond, Nidjaï, qui doit s'étonner de la présence d'une femme au marché? Je viens t'apporter de l'eau et des informations. Cette femme si douce qu'on remet à sa place, qui ne doit pas être là, qui c'est qui écrit? C'est ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est une femme qui écrit? Est-ce que c'est un homme qui écrit? C'est ce qui nous intéresse. Cette femme, plus loin, s'aguerrit. Elle s'attaque au président, qui lui dit, si tu n'étais pas mariée, je t'aurais giflé. Ah. Et la femme, balançant la tête de gauche à droite, continuant à taper des mains et à être arrogante. On sait qui est qui. Le monde a un foulard de tête. Tu sais bien de quoi je parle, toi, président. Président de mes... Combien de fois es-tu venu, nuitamment, etc. Il a essayé de lui faire la cour, donc elle va le remettre à sa place. Ce texte, on croirait que c'est une femme qui l'écrit. C'est Dr Massamba Gueye. Cette écriture serait-elle féminine? Je ne crois pas et je ne vois pas en quoi elle serait féminine. En tout cas, c'est compliqué. C'est de la poésie cette fois-ci. Le poème est intitulé « À genoux ». À genoux, sous un baobab majestueux, fragile comme une bougie, sous les vents mauvais des hivers, j'implore l'amour de poser son rayon sur moi. Quel est donc le but de votre raisonnement, tous ces récits que vous venez de nous lire? Alors, ce que j'ai voulu montrer par ces deux extraits que je vous ai lus, c'est qu'il vous est impossible de déceler quelle est la main qui a écrit ces textes. Rien dans ces textes ne peut prouver qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Et le dernier texte que j'ai lu est de Pape Samba Kane. C'est tiré de son recueil « Je suis un ange ». Voilà un poète de l'amour insoupçonné. Et il se met dans la posture d'un homme qui attend l'amour, mais cette posture pourrait être celle d'une femme qui attend l'amour. Donc une écriture féminine, est-ce que ça existe? Non, je viens de le dire, mais il se trouve que oui. Il se trouve que oui. Donc vous allez certainement éclairer cette contradiction qui est en train de m'emballer un peu. Ben oui, et certainement, je vais aller peut-être éclairer votre lanterne. Une lanterne est déjà allumée, mais peut-être que je vais la raviver. Certainement, j'espère bien. Cette écriture féminine, voilà qu'elle est théorisée. Je vais sur Wikipédia et je trouve une définition de l'écriture féminine. Ça veut dire que ça existe. On va voir comment. C'est une théorie, dit Wikipédia,
qui analyse les relations entre les inscriptions culturelles et psychologiques du corps féminin. Donc, tout ce qui est transcription du corps féminin, comment on décrit le corps féminin, comment on le dessine, comment on le montre dans les films, etc. Et d'autre part, les spécificités de la langue et des textes des femmes. Ce que les femmes produisent sur le corps féminin. Donc c'est ce lien-là dont ils ont fait une théorie. Ils disent que ça existe et ils l'appellent écriture féminine. D'accord. Voilà. C'est un pilier de la théorie littéraire féministe française des années 70. D'accord. Donc voilà que l'écriture féminine existe depuis que les féministes des années 70 en France veulent en parler, ont poursuivi des recherches pour prouver que ça existe, pour montrer que les femmes ont le droit d'être écrivains, tout simplement. Et si on remontait plus le temps? Si on remonte le temps, nous savons tous que, par exemple, au XVIIe siècle en France, lorsqu'il s'agissait de faire du théâtre, les femmes ne devaient pas monter sur les planches. Tous les rôles féminins étaient tenus par des hommes. Et de préférence de tout jeunes hommes, des adolescents, à la voix encore fluette, qu'on pouvait déguiser facilement en femme. Et alors vous vous doutez bien que les femmes ont eu très peu de place dans l'espace littéraire. Elles ont eu très peu de place dans le monde de l'édition. Avant qu'une femme ne soit publiée, il fallait faire toute une gymnastique. Et c'est ce que une chercheure tunisienne, cette fois-ci, elle est une femme de lettres, enseignante, dit dans un article qu'elle intitule « De la littérature féminine à l'écrire femme ». De la littérature féminine à l'écrire femme. Différence et institution. Elle dit, je la cite, « Pour une femme, écrire a toujours été subversif. Elle sort ainsi de la condition qui lui est faite et entre comme par effraction dans un domaine qui lui est interdit. La littérature est aventure de l'esprit, de l'universel, de l'homme, avec un grand H. Donc nous, les femmes, nous sommes dans ce grand H-là. De l'homme, avec un petit H, le mâle. C'est affaire de talent et de génie. Donc ce n'est pas une affaire de femmes. Pourtant, des femmes écrivent. On leur a longtemps fixé des limites, concédé des territoires, la lettre conversation et le roman féminin. Donc le terme existe, le roman féminin existe. La plainte de la mal mariée et la chronique du quotidien, les délicatesses du cœur et les déchirures de la passion. On a voulu y voir des ouvrages de dames. Mais quand des femmes sont sorties de ces limites et de ces territoires, quand il a fallu reconnaître talent, leur reconnaître talent et génie, on a cherché la paternité de leurs œuvres chez les hommes qui les côtoient. L'amant, le mari, le frère, le conseiller. Voilà. Par là, je vous coupe pas la parole. Par là, est-ce que donc la question genre, finalement, trouve bien sa place dans la littérature? Ah, alors, la question genre, je crois que c'est ce qui nourrit la littérature. Essayez d'écrire un roman où déjà n'apparaîtrait aucune femme. Ça déjà, ce serait très singulier. Quand vous lisez Néron d'Ébène, les incendiaires de Massamba Gueye, vous cherchez la femme. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était le seul personnage féminin dans cette pièce où il n'y a pas tellement de personnages d'ailleurs. Tout est bien ramassé, concentré. Le genre nourrit la littérature. Et quand on parle de genre, il nous faut entrer dans les définitions. Le genre n'est plus seulement la préoccupation du statut de la femme ou de la fille. C'est aussi, chaque fois que l'on se préoccupe de la vie, du
d'une personne handicapée, chaque fois que l'on se préoccupe de la vie d'une personne torturée, d'une personne violée. C'est ça le genre. Le genre, en fait, touche tous ceux qui sont devenus à la marge d'eux, qui sont devenus différents, qui sont à la marge de la société. Oui, mais pas seulement la femme. Pas seulement la femme. Ouais. Voilà. Et c'est pour cela que pour parler du genre, nous avons des femmes. Elles en parlent très bien. Okay. Elles en parlent très bien. J'en prends je prends à témoin Fatimata Diallo-Ba, qui a publié coup sur coup des cris sous la peau Et Rouge Silence. et aussi. Rouge Silence. Ce sont des histoires concomitantes, ou presque concomitantes. Dans des cris sous la peau, le personnage principal revient de France, où elle est mariée, elle a été mariée de force, pour assister à toutes ces festivités qui sont organisées à l'occasion du retour de sa tante de la Mecque. Et malheureusement, elle va retrouver auprès de cette tante l'homme qui l'a violée très souvent Oui. et qui se trouve être l'époux de cette dame. Donc des cris sous la peau et concomitants de Rouge Silence. Et dans Rouge Silence, Des vies de souffrance, quoi. des vies de souffrance. Dans Rouge Silence, quand elle revient en France, elle trouve son mari qui a toujours été d'une extrême violence, qui est avare en mots, qui Moi, court, je me rappelle voilà, bien le personnage qui principal. ne veut pas que sa femme apparaisse, pas une once de sa peau ne doit être aperçue, elle doit aller au marché et revenir aussitôt. Voilà, elle est à son service totalement et ils n'ont aucun moyen de vraie communication. Que véhicule-t-elle donc? Fatimata Diallo défend la femme. Mais cette femme qui est revenue, qui a réglé son compte à son premier tortionnaire, vient régler son compte à son deuxième tortionnaire. Et il se trouve qu'il est hospitalisé et très vite, bon, il va mourir. Mais elle revient, elle se plante devant lui et elle décide que plus jamais il ne la toucherait. Oui. Vous voyez? Et quand on présente cette histoire comme cela, dans la thématique, on voit que Fatimata Diallo-Ba est résolument féministe. On le voit. Parce que là, la thématique, elle existe, mais la manière dont elle est traitée peut révéler ce que l'auteur est. Mais voilà que Fatimata Diallo-Ba n'est pas la seule. Y aurait-il donc des hommes dans cette posture? Il y a des hommes qui sont résolument féministes. Il y a des hommes qui sont résolument féministes. Il y a un certain Alain Sambou que j'ai découvert tout récemment, dont le livre Semblant ou le père violé m'est presque tombé des mains parce qu'il a osé, cet écrivain, un homme, Alain Sambou, il a osé parler du viol qui est perpétré sur les petits garçons. Bien sûr, bien sûr. Et ça, si on ne parle déjà pas du viol qui est fait sur les filles, alors les petits garçons, pardon. Et ce n'est pas un talibé. Ça s'est passé dans sa maison. Et ça a duré des années. Si je ne me trompe pas, par exemple, peut-on dire que les femmes qui écrivent des livres pour en quelque sorte faire la promotion et la revalorisation de la femme en tant que telle peuvent être considérées comme des écrivaines féminines? Féminines, elles le sont déjà. Oui. On les classera dans la littérature féminine parce qu'elles sont femmes et qu'elles se déclarent femmes. Féministes, c'est autre chose. En tout cas, elles sont classées dans la littérature féminine. Chers téléspectateurs de Women First TV, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission L'invité de la rédaction et nous recevons Madame Annie Colly, professeure de lettres, également amie des livres. Donc Madame, est-ce que littérature féminine
veut exactement dire littérature féministe. Non, ce n'est pas la même chose. Les préoccupations des écrivains sont différentes. Les préoccupations des femmes qui écrivent sont différentes. Il y en a qui écrivent pour magnifier la féminité. Elles vont écrire sur la coiffure sénégalaise, elles vont écrire sur la mode sénégalaise, elles vont montrer les bienfaits du henné, elles vont, voilà. Donc, ce qui intéresse la femme, qui enrobe la femme, qui embellit la femme, est aussi décrit dans les livres. Elles vont beaucoup parler de cuisine, n'est-ce pas? Elles vont beaucoup parler de cuisine dans leur roman. Il n'y a pas que les femmes qui le font, mais au moins, elles sont à l'aise pour en parler. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on a un projet d'écriture, le plus souvent, il faut un catalyseur. Et malheureusement, le catalyseur, très souvent, est une grande douleur qui est vécue. Votre mari épouse une autre femme, vous vous retrouvez avec une coépouse. Vous êtes tellement mal que vous prenez votre plume parce que vous ne pouvez pas l'assassiner là, tout de suite. Bien, vous verrez après, en différé. Comme on dit, hein, écrire aussi, c'est se dévoiler quelque part. Oui, mais c'est aussi comme une catharsis. Vous êtes en deuil, vous avez perdu votre époux, vous avez perdu votre maman, votre papa, voilà, votre enfant. Ça, ce sont des catalyseurs. Et à ce moment-là, quand vous avez vécu certaines violences ou que vous avez vu quelqu'un de très proche de vous vivre ces violences-là, que vous avez été choqué, que vous avez le don de l'écriture, aussitôt, vous en parlez. Même si votre premier projet n'était pas féministe, très vite, en voulant prendre parti pour ces femmes-là, en voulant vous battre pour un mieux-être de la femme et donc de la société, vous devenez féministe. C'est très visible d'ailleurs à travers plusieurs livres. Et cela se voit dans les écrits. Lorsque vous avez un recueil de nouvelles, vous regardez les thématiques qui sont abordées, vous êtes sûr de tomber au moins une fois sur ces préoccupations où l'on montre une femme malheureuse et qui ne devrait pas l'être. Moi, je vais prendre l'exemple des écrivaines sénégalaises, que ce soit Aminata Sow Fall, Mariam Ba, Ken Bougoul. Voilà, elles ont toutes magnifié, c'est vrai, la femme, mais en même temps, elles ont cherché à dénoncer certaines conditions difficiles de la femme. Et effectivement, elles ont voulu cela. Elles se sentaient investies de cette possibilité de porter le combat pour la femme. Elles ont porté des gants, surtout Aminata Sow Fall. Elles ont porté des gants, mais leur parole a eu une portée qu'elles ne pouvaient pas calculer, qu'elles ne pouvaient pas maîtriser. N'est-ce pas l'écriture au service du féminisme? C'est une écriture et au service du féminisme et au service d'une société où l'on vit mieux. Parce que quand la femme est mise dans les meilleures conditions, c'est toute la société qui y gagne. Alors, Aminata Sow Fall, par exemple, ne s'est pas arrêtée au combat pour les femmes. Le genre dont on parle l'intéresse particulièrement. La grève des bateaux en est une preuve. La mendicité des enfants, ça lui tient à cœur. C'est un combat qui lui tient encore à cœur. Et la grève des bateaux a été le détonateur pour des prises de décision sur le plan politique au Sénégal, à propos de ces enfants qui sont dans les rues. Le combat n'est pas encore gagné, mais voilà. Là, c'est ce que j'ai voulu souligner, c'est qu'à travers l'écriture, il y a eu l'engagement de plusieurs femmes pour la cause féminine. Et c'est vrai qu'il y a eu cet engagement, et cet engagement les a rattrapées. Que voulez-vous dire par là? C'est Annette Mbaye d'Erneville, que l'on connaît pour tous ces combats avant-gardistes, qui a
obligé Mariama Ba à publier ce qu'elle cachait sous son matelas. Donc, on peut comprendre que Mariama Ba était déjà dans le mouvement féministe avec des dames comme Annette Mbaye d'Erneville. Pour Aminata Sow Fall, je ne sais pas, mais il me semble qu'elle a été rattrapée. C'est après ses écrits. Ken Bougoul également, avec le Baobab Fou aussi. Ken Bougoul était déjà féministe avant de publier. Voilà. Elle était déjà féministe avant de publier. Mais voyez-vous, avec ces dames-là, je n'ai pas l'impression qu'elles aient cherché à revendiquer leur féminisme. Elles ont été dans ce combat tout naturellement. D'accord, tout naturellement, mais ça surgit quand même de façon consciente ou inconsciente. Quand on lit le roman, vraiment, le féminisme quand même, ça... Il apparaît. Voilà, il apparaît. Il apparaît. Et je crois que ce qui est intéressant chez ces dames-là, nos mamans, on va le dire comme cela, c'est que la société ne leur aurait pas permis de se mettre aux premières lignes pour taper sur la table, mais elles l'ont fait. Ouais. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait parce qu'elles étaient investies de ce pouvoir-là, traditionnellement, avant que d'être investies de ce pouvoir avec les luttes pour les indépendances. On ne sait pas encore ce que les mamans de l'indépendance ont fait pour nos pays. On les a fait taire après, mais on sait que toutes ces pancartes étaient rédigées par ces dames, elles étaient placardées par ces dames, parce que les policiers ne s'attendaient pas à ce que ce soit des femmes qui placardent. Bien sûr, bien Ils couraient après des hommes, des jeunes hommes, mais des femmes qui placardent, des mamans qui placardent, personne n'y penserait. bien sûr. Donc ça y est, elles ont porté ces révolutions-là. Voilà, là, juste pour vous dire également que les femmes sont mieux placées pour parler d'elles-mêmes. Oh, il vaut mieux qu'elles parlent d'elles-mêmes. On est mieux servi que par soi-même, je crois. Et c'est ce que Fatimata Diallo Ba a compris. Mais moi, ce qui me plaît dans ce combat féministe, dans ce combat pour le genre aussi, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui qui s'investissent pour des raisons diverses dans ce même combat. Et on croirait que ce sont des femmes qui se battent pour les femmes. Il s'agit d'Alain Sambou dont j'ai parlé. Il y a des femmes, Fatimata Diallo Ba, mais les hommes. Alain Sambou. D'autant plus que le président de la République même a parlé du concept féminisme homme. On en parle. Hein? Je n'aime pas trop l'association de mots, mais je reviens sur ces hommes qui écrivent et qui écrivent bien pour les femmes. C'est Alain Sambou, c'est bien sûr Ahmed Guissé. Quand vous lisez les romans de Ahmed Guissé, mais vous êtes sidérés. Ce monsieur, dans chacun de ses romans, trouve le moyen de mettre la femme sur un piédestal. Et il le fait de très belle manière. Ahmed Guissé, je crois, si je ne me trompe, est philosophe quelque part, n'est-ce pas? Vous savez, le problème qui se pose, madame, c'est que aussi, celles qui défendent la cause féminine ont parfois d'autres moyens, parfois les médias, c'est d'autres moyens en tout cas, elles se font entendre au niveau des organismes, mais les femmes écrivaines également ont leur plume. Et à travers leur plume également, elles peuvent revendiquer le droit des femmes. Oui, elles le font. Elles le font sans... Alors, à notre époque, on le fait sans phare. Quand on a le projet d'écrire pour défendre les femmes, on le fait sans phare. Moi, j'aimerais bien être de ces écrivaines qui ont écrit pour prendre fait et cause pour les femmes. Parce que j'ai vu des femmes souffrir, j'ai vu des élèves, de mes élèves, les filles, souffrir, j'ai vu leur maman souffrir. Donc si vous aviez à citer par exemple des femmes africaines engagées qui se sont vivement imprégnées à travers leur plume dans le féminisme, vous nous donnerez l'exemple de qui et d'autres également? Le Baobab Fou. Il n'y a rien à faire. Ken Bougoul est en toute première position. Ça a été
un déchirement, certainement pour elle, mais voilà, le baobab fou. Et après, même si c'était plus ou moins dilué, même si après, dans Chemin de sable, on voit que c'est d'une folle qu'on parle, c'est toujours la femme. C'est toujours la femme. Et les femmes qui se sont investies dans ce chantier, elles sont très nombreuses. On ne peut pas ne pas parler de Mariam Abba. On ne peut pas ne pas parler de... Chimamanda Adichie, par exemple. Ah, mais ça, j'y arrive. De toutes les façons, on ne peut pas ne pas parler de Aminata Sow Fall. Mais il y a une Mame Younous Dieng, L'ombre en feu, dont le manuscrit était égaré pendant 20 ans, pendant que les autres avaient déjà publié. Elle était découragée, elle avait tourné le dos. Et quand elle a retrouvé la substance de son roman, qu'il est réapparu sur la scène, on a vu que pour la scolarisation des filles, la lutte contre le mariage forcé, elle avait une plume verte. Une plume verte. Et les hommes qui ont lu le livre reconnaissent que Mame Younous Dieng doit figurer parmi les classiques de notre littérature. Voilà, par rapport à tout ça, donc la littérature reste bien un moyen privilégié, approprié pour faire prévaloir les droits des femmes. Oui, ça se vend bien. Le droit des femmes fait vendre le livre. Le droit des femmes fait vendre le livre ici, sous nos tropiques, comme ailleurs. Dès que vous parlez de la femme africaine dans un de vos romans, il faut voir comment, à l'étranger, on s'intéresse à vous. Je ne vais pas critiquer cette tendance à brouiller les images où on croit que toutes les femmes africaines sont bien malheureuses, mais l'étranger est curieux de voir comment une femme africaine se bat, comment elle survit, quelles sont ses traditions et quelle est sa pensée, tout simplement. Quelle est sa force pour se sortir de telle ou telle situation? En tout cas, beaucoup de femmes écrivaines africaines quand même se sont engagées à faire de telle sorte que la femme puisse s'assumer, puisse se revaloriser, puisse être également reconnue en tant que femme et non juste en tant qu'épouse. Là, je vais convoquer une autre écrivaine sénégalaise qui s'est dévoilée en 2-3 ans et qui en est déjà à son 4e roman. C'est Brigitte Niami. Oui, Brigitte Niami écrit des romans où ce sont des familles qui sont présentées sur plusieurs générations. Je pensais qu'elle allait s'arrêter à une trilogie. Voilà qu'elle nous fait une saga. Elle nous fait une saga, elle nous présente une saga, et dans chacun des romans où les femmes apparaissent, il y a au moins 1 ou 2 femmes fortes. Celles qui tiennent bien leur vie en main, celles qui s'imposent par le travail, par un travail rémunéré, par le travail qui se fait à la maison, parce que les femmes au foyer abattent un travail colossal qu'on ne peut pas mesurer. Elle montre aussi, notamment dans Ella, que le milieu professionnel n'est pas fermé aux femmes fortes. Il n'est pas fermé aux femmes fortes. Et je suis persuadée qu'une Brigitte Niami n'aimerait pas que, par un effet de manche, ce soit des femmes qui ne méritent pas d'être aux premières loges qui y soient. Elle voudrait la reconnaissance de la femme pour son travail. C'est ce qui apparaît dans ses romans. Un débat très riche en tout cas en connaissances. Maintenant, si vous aviez à faire un bilan des femmes qui ont écrit en faveur des femmes, vous diriez quoi exactement? Pour moi, ce bilan, il serait positif. Parce que je vois qu'au Sénégal déjà, il y a une explosion de publications.
que les publications se fassent sous forme de livres ou dans les réseaux sociaux, ça court dans les réseaux sociaux. Bien sûr. J'ai découvert, il n'y a pas longtemps, cette dame, Oui. Chimamanda Ngozi Adichie, nigériane, Oui. qui produit là un livre sur commande. C'est une de ses amies qui lui a dit, mais j'ai une petite fille, elle vient de naître, j'aimerais que tu me donnes des conseils pour l'éduquer au féminisme, à être féministe. Bon, elle ne s'attendait pas à ça. Elle, c'est une grande conférencière. Elle se lance dans une conférence. Et elle nous sert ici une quinzaine, je crois, de leçons qui serviront à son amie. Elle appelle ces leçons suggestions. Première suggestion, 7e suggestion. Et voilà que ce que Chimamanda nous propose. Je trouve fascinant de constater à quel point le monde commence tôt à inventer les rôles de genre. Hier, je suis allée dans une boutique pour enfants acheter des vêtements à Chizaloum. Chizaloum, c'est l'enfant qui est né. Oui. Qui est né. Le rayon filles était plein de merveilles aux teintes pâles, dans les tons roses fadas. Ça ne me plaisait pas. Au rayon garçons, il y avait des ensembles dans des tons bleu vif, parce que je suis persuadée que le bleu sera du plus bel effet sur sa peau brune et rendra mieux sur les photos. J'en ai pris un comme ça. À la caisse, l'employé m'a dit que j'avais choisi le cadeau parfait pour un petit garçon. J'ai répondu que c'était pour une petite fille. Elle a eu l'air horrifiée. Du bleu pour une fille? Chimamanda Ngozi Adichie. Son écriture féministe est intéressante. Elle prend des positions qu'elle est censée défendre parce que les conditions autour d'elle s'y prêtent. Oui. Vous savez, quand vous avez le projet d'écrire un livre, vous avez aussi le projet de le vendre. Oui. Et si vous savez que votre livre va tellement heurter les consciences qu'il sera jeté, comme le baobab fou l'a été les premières années, Oui, bien sûr. qui sera jeté aux orties, vous reculez. Et donc, sachez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit sur des points très sensibles et qui n'osent pas publier. Un jour, elles vont le faire parce que les conditions seront plus favorables. Parce qu'il y a eu des femmes plus téméraires qu'elles. Parce qu'il y a eu des femmes qui se sont investies à partir Donc, ce sont d'autres des cieux. plumes dénonciatrices, quoi, si on peut le dire ainsi. On dénonce les mauvaises pratiques coutumières. Oui. Ça aussi, on les dénonce. Et il est vrai qu'il n'y a pas mieux qu'un livre pour le faire. Bien entendu. Madame, si vous aviez maintenant à revenir un peu sur notre thème, cette écriture féministe, existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Vous avez en tout cas cherché à nous étayer le maximum possible. Maintenant, votre mot de fin par rapport à tout ça. La littérature féminine existe parce qu'il y a des femmes qui écrivent. L'écriture féministe se nourrit de thématiques en faveur des femmes. Se nourrissent de luttes en faveur de femmes. Voilà les définitions que je voudrais donner pour montrer que si les deux termes sont de même source, on ne peut pas les utiliser l'un sur l'autre. Voilà donc, chers téléspectateurs de Women First TV, nous sommes bien au terme de notre émission avec ces notes riches en enseignements. Elle a donc bien fait la séparation entre la littérature féminine, littérature féministe et ce que l'on peut appeler le genre au service de la littérature. Madame, nous avons été heureux de vous recevoir sur notre plateau Women First TV. Merci, je vous remercie encore une fois de m'avoir reçu là. Aujourd'hui, je vais passer le témoin, quand même, si vous le permettez, à toutes ces associations de femmes qui se disent ouvertement féministes ou qui se voilent la face, pour leur dire que cette lutte pour le bien-être des femmes est une condition
d'une vie meilleure dans nos sociétés. Et je leur passe le témoin pour qu'elles fassent le bilan de toutes ces luttes en faveur des femmes. Je retiens seulement que les femmes qui écrivent pour les femmes voudraient se retrouver dans des espaces de discussion et d'écriture pour porter plus loin le combat. Message bien reçu. Et nous terminons avec cette note de sagesse. Je remercie très bien toute l'équipe technique de Women First TV, de même que notre chère invitée, Madame Annie Colly, professeure de lettres, amie des livres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro d'invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Women First TV.